Bon, on corrige donc le DL18. On introduit dans l'exercice 1 une suite UN, la suite des UN mais qui dépend de A. Hein. Pour chaque A, il y a une suite UN. Le réel UN de A étant défini par A exposant n sur n factoriel. Rn de A exponentielle de A moins la somme pour k égale n de uk de A, c'est-à-dire exponentielle de A moins la somme pour k égale 0 jusqu'à n de A exposant k sur k factoriel. Alors, la réflexion qu'on se faisait à l'instant, c'est que ça c'est l'exponentielle de A, et ça c'est la partie régulière de la série Taylor associée à l'exponentielle à l'ordre n pour x égale 1. Ça jouera bien sûr un rôle dans la suite. Justifier que la série des UN de A converge absolument. Considérer à part le cas n a égale 0. Bon, bah commençons par celui-là. Si a égale 0, qu'est-ce que vous me dites de la suite des UN de 0? Alors, bah, il y a deux cas. U0 de 0, c'est quoi? U0 de 0, c'est alors 0 exposant n avec nos conventions habituelles, ça fait 1 sur 0 factoriel, ça fait 1. Et pour n supérieur ou égal à 1, que vaut un de 0? N supérieur ou égal à 1, a exposant n, c'est 0 exposant n, ça fait 0 sur n factoriel, à savoir 0. Autrement dit, la suite U indice 0, enfin, quand je dis U indice 0, c'est U de 0, hein, ça vous va? La suite, on va l'écrire comme ça, tiens. La suite UN de 0, parce qu'il faut mettre la parenthèse ici, puis une autre parenthèse pour désigner le fait que c'est tous les UN de 0. N appartenant à grand N est nul à partir du rang 1. À partir du rang 1. Ma question, est-ce que la série associée à une suite nulle à partir de rang 1 est évidemment convergente? Bien sûr. Donc, dans ce cas, la série des UN de 0 converge. Et alors, est-ce qu'elle converge absolument? Ça veut dire quoi, converger absolument? Ça veut dire que la série de ces valeurs absolues converge. Mais elle est positive. D'accord? Et nulle à partir du rang 1, donc converge absolument. Et positive, vous pouvez écrire, et positive, parce que pour une série de termes généraux positifs, converger absolument ou converger, c'est pareil, vous le comprenez bien. Bon, alors dans le cas général maintenant, pour A quelconque, mais non nul, si A est différent de 0, A appartient à R étoile. Là évidemment, qu'est-ce que l'on fixe, à quoi on s'intéresse? Non, pas vraiment, parce que converger absolument, justement, c'est fait pour éviter le fait d'avoir à distinguer les deux cas. On s'intéresse à la valeur absolue. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Il faudrait que la question, c'est, on veut savoir si alors, converger absolument, c'est la série des valeurs absolues des UN de A convergent. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez utilisé, Yann? On fait le quotient de UN plus 1 sur UN. Ça s'appelle comment? Critère de D'Alembert. Alors, pour cela, il faut que les UN de A soient différents de 0. Or, pour n appartenant à n, qu'est-ce que tu peux me dire de la valeur absolue de UN de A, qui est valeur absolue de A exposant n sur n factoriel? A est dans R étoile, A est dans R plus étoile, tout ça est strictement positif. Donc ta proposition de critère d'Alembert est judicieuse. On écrit donc UN plus 1 de A divisé par UN de A
Hop, et ça. Alors, bon, je vais peut-être un peu plus vite, là, vous voyez qu'il reste qu'un A tout seul au numérateur, et au dénominateur, qu'est-ce qui reste? Il reste un n plus 1. Alors, que dit le critère de d'Alembert? Si cette quantité... Alors attention, parce que dans ta copie, Yann, tu me dis c'est plus petit strict que 1 pour n assez grand. Et je te dis, il faut dire que c'est plus petit que quelque chose de plus petit que 1 pour n assez grand. Tu me suis? Non, mais il y a une version bis du critère de d'Alembert qui est ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On ne s'embête pas. Hein. Parce que si ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, c'est plus petit que n'importe quel positif strictement plus petit que 1 pour n assez grand. D'accord? Donc le critère de d'Alembert, assure que la série des valeurs absolues de UN de A converge. Donc, et ça veut dire très exactement que la série des UN de A converge. Donc, la série des UN de A converge absolument. Converge absolument. Et ben voilà. Bim. Alors, petit b. Rappelez l'énoncé du théorème de Taylor avec reste intégral entre deux réels, x0 et x. Alors, quand on dit rappeler l'énoncé d'un théorème, quasiment le plus important, c'est les hypothèses. Hein. Soit quoi et quoi dans quoi? Une fonction de classe n plus 1. Soit petit f qui va de i dans R, une fonction, tu me dis de classe combien? Alors, ici, on veut le théorème, disons, avec reste d'ordre n, donc effectivement, il faut de classe C, n plus 1 sur i. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend? De réel. Alors, l'énoncé, cette fois, on suit entre x0 et x, soit x0x appartenant à i carré, deux points. On a, alors, je vais le mettre là-haut pour que ce soit plus visible. Je vous écoute. F de x égale la somme pour... 0 à n. Oui. De f dérivé k fois exprimé en x0. Évalue. À évaluer. Divisé par k factoriel. Oui. Multiplié par x moins x0 à la puissance k. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle la partie régulière du développement de Taylor. D'accord. Et puis derrière, il y a un reste. Alors, le reste, c'est ça que le reste de Taylor dans n dont je parlais tout à l'heure. Théo, toujours toi. I0 jusqu'à x. Oui. De x moins u. Non, c'est un dt derrière. Ah oui. Ah, Yann. X moins t à la puissance n. X moins. X moins t. À la puissance n. Exposant sur n factoriel. f dérivé. N plus une fois. Évalué en t, le tout des t. On est d'accord? Bon, et ben c'est bon. Allez. Hop. Mais ça fait partie intégrante du rappel, hein, évidemment. D'accord? En déduire que... Eh ben non, c'est tout, petit c. Allez. Montrer que Rn de A égale... Alors, qu'est-ce qu'on applique? C'est-à-dire qu'il faut appliquer B, hein? À quelle fonction? Entre quel réel? On applique à la fonction exponentielle. Oui, on applique petit b à petit f égale x. Alors n'écrivez pas petit f égale e. Hein. E, c'est un nombre. D'accord? On applique b à la fonction exponentielle et x0, x égale quoi? Qu'est-ce qu'on prend pour x0? Qu'est-ce qu'on prend pour x? 0, a. Est-ce que f vérifie nos propriétés, en l'occurrence être de classe C n plus 1?
sur un intervalle qui contient à la fois 0 et a. Mais ici, exponentielle est de classe C infini sur R. Donc de classe n plus 1 pour tout n. On va prendre la fonction qui associe exponentielle de a fois x. A fois x. Comme ça, on prend les réels 0 Non, mais- et 1 au lieu de a. Mais ça, c'est la question 2, d'après. Sinon, on n'a pas exactement Rn de A. D'accord, on va déduire que, regarde. Ah, montrer, oui, d'accord. Bon, faisons tranquillement, ça y est, j'ai compris. Tu voulais faire une fonction qui évite le changement de variable suivant. Bon, faisons tranquillement avec exponentielle et on fera un petit changement de variable après. Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi tu voulais mettre un U tout à l'heure dans le... Parce que tu voulais inventer une fonction qui évite de faire le changement de variable postérieur. Bon, exponentielle est de classe Cn plus 1 sur R, donc de classe... C infini, pardon, donc de classe Cn plus 1 pour tout n. Pour tout n. On a donc alors, exponentielle de petit a égale la somme pour k égale 0 jusqu'à n. C'est quoi la dérivée? Les dérivées successives d'exponentielle. C'est elle-même, hein, quand vous dérivez exponentielle, etc. Pris en x0 qui vaut 0, ça vaut combien? Ça vaut 1, ici sur k factoriel. A exposant k, puisque x, c'est petit a et x0 c'est 0, plus une intégrale qui va de 0 à petit a de a moins t exposant n sur n factoriel, facteur de, on va l'écrire en toutes lettres, exponentielle dérivée n plus une fois, je peux même peut-être mettre exponentielle tout court, bon allez, si oui, c'est déjà, comme je l'ai déjà fait ici, hein. Donc exponentielle n plus, dérivée n plus fois, ça fait combien? Ça fait elle-même, et donc ça fait exponentielle de t dt. Hop, on utilise le fait qu'exponentielle est toujours sa propre dérivée. Ah, alors maintenant, on n'a pas tout à fait l'expression voulue. Qu'est-ce que l'on doit faire? On doit changer donc Rn de 1, ça moins ça fait ça. Donc Rn de petit a égale intégrale de 0 à a de a moins t exposant n sur n factoriel exponentielle de t dt. Résultat intermédiaire que, sagement et en bon étudiant qui prépare un DS, je souligne, parce que c'est un résultat intermédiaire intéressant. C'est pas un résultat intermédiaire, mais c'est pas tout à fait celui qu'on veut. Donc Théo, ton idée c'est quoi? Faire un changement de variable. Lequel? De toute façon, j'en ai parlé avec certains d'entre vous tout à l'heure, on veut transformer une intégrale dans la variable d'intégration est t qui varie entre 0 et a. Et on veut la transformer en une intégrale dont la variable d'intégration c'est u qui varie entre 0 et 1. On n'a pas vraiment le choix. Enfin, le truc le plus pertinent c'est quoi, Yann? T égale UA. Ça vous va? On pose t égale u fois a. Alors, dans ce sens-là, des changements de variables, où la variable ancienne est donnée en fonction de la nouvelle, il faut dire où varie u. Vous me suivez? Et dans ces cas-là, on écrit u appartient à, évidemment, 0, 1. Alors, on a... Bon, là, peut-être pour des variables, des changements de variables, pardon, aussi simples, la fonction phi, vous pouvez la passer sous silence. Hein. Le fait qu'elle soit C1, vous voyez ce que ça s'appelle un changement de variable affine. D'accord? T égale UA plus constante, c'est affine. Bon. Donc on a dt égale... Alors là, par contre, il faut le dire. A, c'est une constante, la nouvelle variable, c'est U, donc dt, c'est ADU.
ADU, et à partir de mon expression en T, enfin, avec variable d'intégration en T, hein, Rn ne dépend pas de T, mais dépend d'une variable, d'une intégrale qui pour l'instant utilise, l'intégrale utilise la variable T. Ici, il vient A moins AU, le tout exposant n, le tout sur n factoriel, exponentielle de t, qu'est-ce que c'est t? C'est AU, dt c'est ADU, et attention, il ne faut pas oublier, là j'ai fait tous les changements, et il ne faut surtout pas oublier de faire le changement de borne. Ça fait 0,1. Qu'est-ce qu'on fait évidemment? On factorise A exposant là-dessous, là. Donc il vient A exposant n, facteur de 1 moins u exposant n. Le A qui est là, je le mets devant. 0 à 1, exponentielle de AU du, puis Rn de petit a égale, alors il vient A exposant n plus 1, intégrale de 0 à 1 de 1 moins u exposant n sur n factoriel exponentielle de AU du. Alors, eh ben c'est ça, c'est ce qu'on voulait. Ça vous va? Bon, le n factoriel, je peux le mettre à l'extérieur pour coller exactement à l'expression voulue. Hop, on va mettre le n factoriel ici, il vient 1 moins u exposant n multiplié par exponentielle AU du. Le résultat voulu pour Rn. Oui, Servane. Pourquoi est-ce que le changement de variable vous donne 1 à la place de 1? Parce que la fonction phi, on a dit que c'est celle qui a u, associe à u. Comme ça. Phi, ça u, t égale à u. Et tu veux qu'ici, ça décrive 0a. Donc ici, il faut que tu mettes 0, 1. D'accord? Ça, c'est les bornes. Bon, je ne peux pas les appeler A et B parce qu'il y a 1, mais tu iras voir la formule de changement de variable. Ça s'appelait alpha et bêta dans le cours. Alpha et bêta. D'accord? Ça, c'est la fonction changement de variable. Et quand on fait un changement de variable dans ce sens-là, c'est-à-dire t égale AU, donc en fonction d'une nouvelle variable de type. C'est t égale phi de u, hein? On a posé t égale phi de u. D'accord? Donc eh ben, il faut prendre les variables alpha et bêta qui font que t varie entre 0 et 1. Bon, ben on a pris 0 et 1, bien sûr. Alors, puis que la valeur absolue de ce reste est plus petit que... Alors, valeur absolue, bon, ben ça c'est un grand classique. D'abord, ici on reconnaît le a exposant n plus 1 sur n factoriel. On a juste à majorer cette intégrale. Alors, la valeur absolue, est-ce que... Alors, on écrit comme ça, on va écrire... Alors, valeur absolue de Rn de A, qu'est-ce qu'elle touche, cette valeur absolue? Le A. Oui, de A. Et le fait que valeur absolue d'un produit, c'est produit des valeurs absolues, ça fait valeur absolue de A exposant n plus 1, le tout sur n factoriel. Valeur absolue de l'intégrale, est-ce que ça sert à quelque chose? Ben, elle est positive, cette intégrale. Regardez, on intègre entre 0 et 1, qui sont des bornes placées dans le bon sens, une quantité 1 moins u qui est positive, puisque u varie entre 0 et 1. 1 moins u, c'est positif. Et exponentielle de AU, comme tout bon exponentiel, c'est même strictement positif. Donc la valeur absolue ne sert pas là. Donc intégrale de 0 à 1 de 1 moins u exponentielle de AU du. Or, eh bien, ça dépend
vous voyez que la majoration va venir du maximum atteint entre 0 et 1 par la fonction exponentielle AU. C'est ce que suggère le max de 1 et de exponentielle A. D'accord? Alors, deux cases présentes, ce sont lesquelles? A est négatif. Alors, si A est supérieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on a, quel que soit U appartenant à 0, 1 pour exponentielle de AU? Ça prend sa plus grande valeur. Ça prend sa plus grande valeur quand U prend la valeur 1. Donc, c'est plus petit que exponentielle A. Et d'autre part, si A est strictement négatif, on a quel que soit U appartenant à 0,1. Bon, bien sûr, l'exponentiel est strictement positif, mais cette fois, il prend sa plus grande valeur où? Quand U, vous voyez que quand A est strictement négatif, la fonction qui est U, associée exponentielle à U, est décroissante, donc elle prend sa plus grande valeur en 0. En 1. Alors ça c'est pratique, je sais que Yann t'a fait la somme parfois, mais on peut aussi prendre le max. On a donc, dans les deux cas, ça c'est inférieur ou égal, regarde, tu vois, ça c'est inférieur ou égal au max d'exponentielle 1 et de 1. Dans les deux cas. Lui, c'est, ici, si 1 est positif, l'exponentielle de A, c'est bien le max de 1 et de exponentielle de A. Et si A est strictement négatif, 1, c'est bien le max de 1 et de exponentielle de A. Ça te va? Donc, dans tous les cas, on a... Donc, pour tout A, on a donc, quel que soit A, on a donc, deux points, quel que soit U appartenant à 0, 1, 0 strictement plus petit que exponentielle à U, inférieur ou égal à... Allez, je l'appelle petit m, ou petit m, ça nous évitera de réécrire 3 fois ce machin-là, le max de 1 et de exponentielle de A. Alors, eh ben, on écrit ça on majeure notre intégrale. Intégrale de 0 à 1 de 1 moins U exposant n exponentielle à U du est plus petite que quoi? M, que je sors. Tu vois? Ça c'est positif, il reste intégrale de 0 à 1 de 1 moins U, le tout exposant n du. Monsieur, Oui. vous ne pouvez pas utiliser une propriété qui disait que avec GF continu et G positif, l'intégrale de la valeur absolue de FG est inférieure ou égale à sup de F sur ces bornes. Oui, c'est bien ce qu'on a fait. Mais ici, le sup, c'est un max. Et il fallait le trouver. Mais on pouvait le faire comme ça sans énoncer la propriété. Ben, c'est-à-dire que dans l'inégalité voulue, la valeur du sup est explicitement demandée. Donc il faut dire que le sup est un max de 1 et de exponentielle de 1. Là, on est passé sans dire que c'était le... Enfin, on a directement dit que c'était le max. Mais on n'a pas écrit le sup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas obligé d'appliquer le théorème du sup et de dire que dans notre cas, c'est un max. Parce qu'on a déjà montré qu'il y a un maximum. Ça vous va ou pas? Si une fonction admet un maximum, elle admet un sup. Si maximum il y a, bande sup il y a. Bon, c'est fini ou pas? Alors, il n'y a plus qu'à calculer ce machin-là. Intégrale de 0 à 1 de 1 moins U exposant n du, c'est, je vous écoute, moins 1 sur
n plus 1, facteur de 1 moins u exposant n plus 1 entre 0 et 1. Bon, en 1, ça prend bien sûr la valeur 0, et en 0, il vient 1 sur n plus 1. Donc, on revient à notre Rn de A, c'est ça qui est plus petite, hein, ça va, on a compris, qui est plus petite que... Alors, qu'est-ce qu'il y avait devant? Il y avait A, valeur absolue de A, exposant n plus 1, c'est ça? Le tout divisé par n. Et là, on vient de voir que c'est plus petit que m, multiplié par 1 sur n plus 1, c'est-à-dire que Rn de A est inférieur ou égal à m, facteur de valeur absolue de A exposant n plus 1 sur n plus 1 factoriel cette fois, ou petit m, c'est le max de 1 et de exponentielle de A. Est-ce que ça vous va? Alors c'est vrai que c'est un peu lointain tout ça, hein. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui là, sachant que demain vous avez un devoir d'analyse, hein. Il y a un problème d'analyse dans le DS. Ça va ça, ces choses-là, hein, ce genre de primitive, c'est bon aussi? Le moins 1 parce qu'il y a un moins u ici. D'accord? Bon. Peut justifier que la limite de Rn de A égale 0, que peut-on en déduire? Petit d, alors ça je vais le mettre ici parce que c'est assez rapide. Qu'est-ce que l'on sait? Non, ça c'est la conclusion générale. Pourquoi Rn de A tend vers 0 d'abord? Parce que il faut montrer que le max fois... Non, le max c'est un fixe, ça c'est un nombre fixé. Oui, parce qu'à droite, c'est que ça converge vers 0. Ça? Oui. Bien sûr, oui, puisque c'est valeur absolue de Rn de A, donc ça c'est 0, hein. D'accord, valeur absolue de... Donc, si tu veux ici, oui, j'aurais pu le mettre. 0 plus petit que valeur absolue de Rn de A, ça, je le mets rarement, mais en fait, ça peut servir. Une valeur absolue, c'est positif. Donc il suffit de montrer que le membre de droite de l'inégalité tend vers 0, hein. Or, ça c'est des suites connues, c'est des suites de référence, hein. On a petit a en valeur absolue appartenant à R plus. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de petit a exposant n versus exponent versus n factoriel? C'est un petit taux de n factoriel quand n tend vers l'infini. Donc, ça signifie quoi? Bon, j'ai mis n plus 1 au lieu de n, mais il y a n plus 1 dans l'expression, mais bon, ça fait a exposant n sur n factoriel tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et vu notre expression, Rn de A. Alors, c'est clair ça? Puisque sa valeur absolue est coincée entre 0 et A, elle tend elle-même vers... Allez, si vous voulez, je détaille, hein, valeur absolue de Rn de A tend vers 0 quand n tend vers l'infini, puis Rn de A tend vers 0 quand n tend vers l'infini, ce que je souligne, parce que c'était demandé. Alors là, maintenant, tu peux me dire, que peut-on en déduire? On a, d'après la question... Rn est égal à exponentielle de A moins... On a Rn... Oui, je t'écoute. Moins la somme des UK. Moins la somme pour k égale 0 jusqu'à n des du k de A. Donc, hop, on met tout dans le même membre.
hop, la somme pour k égale 0 jusqu'à n des uk de x, du k de a, pardon. Le tout moins exponentiel de a, ici je mets des valeurs absolues. Ça, c'est la valeur absolue de Rn de petit a, et ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire que la somme pour k égale 0 jusqu'à n des uk de a tend vers quoi quand n tend vers l'infini? Vers l'exponentielle de a. Alors ça veut dire, c'est exactement, alors en termes de série, ça s'appelle comment? Vous savez que dans le chapitre sur les séries, il y a beaucoup de vocabulaire. On dit la série des UN. Donc ici, il faut dire la série des UN de A, puisque chaque A génère une suite UN de A distincte. Hein, vous avez la suite UN de 1, UN de pi, UN de E, UN de ce que vous voyez. Et puis ça s'appelle comment, cette série? Sa somme partielle d'ordre n. Donc la somme partielle d'ordre n de la série des UN de A a pour limite, quand n tend vers l'infini, un nombre réel. Bon, ben ça veut dire exactement que cette série converge. La série des K, alors des UN de K, hein, des U. Alors vous voyez qu'ici, ça c'est la somme partielle d'ordre n, et quand on fait à la référence à la série, on met souvent le ici, là. On savait déjà qu'elle converge, vous vous souvenez? Mais maintenant on sait vers quoi? Converge vers exponentielle de a. Et du coup, exponentielle de a, ça s'appelle comment? Pour cette série, avec le vocabulaire série, si vous voulez. Sa somme. On dit aussi que la somme de la série des ovales, je vous le mets là, la somme de la série de termes général. De termes général UN de petit a est exponentielle de a. C'est la même chose, mais avec le vocabulaire somme, qui est peut-être pas inutile à rappeler. Alors, petit 2, on pose Tn de k Tn tout seul pour n appartenant à n étoiles, pardon. Pour n appartenant à n étoiles, Tn ne dépend évidemment pas de k, puisque c'est un indice de sommation. Ça fait la somme pour k égale 1 jusqu'à n de cosinus hyperbolique de 1 sur racine de n plus k, le tout moins 1. Attention à la position des parenthèses. Hein. Le moins 1 est à l'extérieur de l'évaluation de la fonction cosinus hyperbolique, mais à l'intérieur de la somme. Ça vous va? Allez, 2a, ou petit a, exprimer cosinus hyperbolique de a en fonction des restes d'ordre 3 en a et en moins a. Les restes précédents, là, Rn, vu là-haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire? Le lien, oui, Paul-Louis. Cosinus hyperbolique de A, c'est exponentielle de A. Oui, ça c'est la première chose qu'il faut écrire. Hein. Pour petit a appartenant à R, il faut rappeler ce que c'est que cosinus. Alors peut-être pour x, non? Parce que on n'en a pas encore besoin là, ça te va? A, ça sera pour plus tard. Pour x appartenant à R, cosinus hyperbolique de x égale 1 demi de, tu me dis? Exponentielle de x plus exponentielle de moins x. D'accord. Alors, cosinus hyperbolique, donc pour x appartenant à... Pour petit a, là j'aurais en fait pu commencer par là. Pour petit a appartenant à R,
cosinus hyperbolique de A, c'est 1 demi d'exponentielle A, plus 1 demi d'exponentielle moins A. Or, qu'est-ce qu'on a vu au 1 pour exponentielle de A? L'exponentielle de A, c'est la somme pour... Alors là, on va choisir k égale 0 jusqu'à... Alors évidemment, on peut mettre n, mais le 3, on va mettre 3, bien sûr. K égale 0 jusqu'à 3d uk de A plus R3 de A. Et je vais me mettre là-haut. Et l'exponentielle de moins A, c'est quoi? Et l'exponentielle de moins A, c'est... Alors, c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à 3 des uk de moins A plus R3 de moins A. On en déduit que... Ah, j'aurais peut-être dû... On va se garder ça quelque part. Ouais, je le réécrirai. Allez, je le réécrirai. Et pour finir, que me dis-tu? Pardon. Ben, il faut exprimer les sommes à l'intérieur, quoi. Alors, égal, ici, là, je t'écoute. Et là, avec rappel, hein, on rappelle, en effet, on rappelle que UK de, on va l'appeler alpha. Allez, UK de A, c'est quoi? Je t'écoute. C'est A exponentielle K divisé par K factoriel. Et donc, UK de moins A, c'est Moins A puissance 1 divisé par K factoriel. Ici, pour K égale 0, tu trouves 1. Oui. Pour K égale 1, tu trouves A. Oui. Pour K égale 2, c'est A carré divisé par 2. Oui. Et pour K égale 3, c'est AQ divisé par 6. Ah, j'espère que ça filme jusque-là. Je le mets là. Plus R3 de petit a. Et là, que me dis-tu? Toujours 1, moins A, 1 demi de la carré, et moins 1 sixième de la puissance. Plus R3 de moins A cette fois. D'accord? Et en faisant l'un moins l'autre, alors, cosinus hyperbolique de A, donc on fait 1 demi de la somme. Les 1, ça fait 2, les A et les moins A, ça nul. ça nul. Les 1 demi de A carré deviennent A carré tout seul, et les 1 sixième moins 1 sixième, ça nul, plus, qu'est-ce qui vient? R3 de A plus R3 de moins 1. C'est-à-dire, on va rendre peut-être ça un peu plus joli, cosinus hyperbolique de A égale 1, plus 1 demi de A carré, plus 1 demi de, ouvrez la parenthèse, R3 de A, plus R3 de moins A. Cela me va. Hop, et on souligne. Alors, pour petit a appartenant à 0,1 maintenant, on prend petit a. Pour petit a appartenant à 0,1 maintenant, déterminer un réel grand M indépendant de A tel que cosinus hyperbolique A moins 1 moins 1 demi de A carré. Alors ça commence bien, tu vois que ta recherche, hein, quand tu as vu ça,
dit que ta recherche précédente était pertinente. Donc, il suffit de dire que valeur absolue de cosinus hyperbolique A moins 1 demi de A carré. Ça vaut 1 demi de valeur absolue de Rn de A plus... Alors, tout de suite, j'allais écrire une double inégalité, mais on va le faire en deux temps. Plus Rn de moins A. Et donc, ça, c'est... Ben, il suffit de majorer ce truc-là. Et notamment Rn de A plus Rn de moins A. R3 du coup. Ah oui, pardon, R3, oui. Merci. N égale 3 dans l'expression. Merci. R3 de A, R3 de A. Bon, alors la première chose à faire, c'est de dire que l'inégalité triangulaire permet de couper le... Il suffit d'avoir une majoration de chacun des... Donc ici, ça fait plus petit que... La somme des valeurs absolues. R3 de moins A. Mais on a vu, mais d'après... On a fait une majoration de ce truc-là. Donc, mais d'après... La question qui s'appelle C. La question C, ici, valeur absolue de Rn de A est plus petit que... Alors, le max de 1 et de l'exponentielle de 1. Alors, c'est qui le max de 1? Alors, ben, je vais l'écrire en toutes lettres. Max de 1 et de exponentielle de A. Multiplié par A exposant... Alors ça fait 4, c'est ça? Sur 4 factoriel? Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord? Mais qui c'est ici le max de 1 et de exponentielle de A? Ça vaut combien, quoi? Oui, pourquoi? Parce que A est positif. Donc vous voyez que sur 0, 1, la fonction exponentielle est croissante et qu'elle atteint sa valeur maximale, hein, exponentielle de A. D'autre part, qu'est-ce qu'on écrit pour Rn de moins A? De même, de plus, la valeur absolue de Rn de moins A, donc là c'est plus petit que max de 1 et de exponentielle de A multiplié par A exposant 4 sur 4 factoriel. Alors, bon, j'ai mis moins A, mais vous voyez que c'est... Ça vous va? Merci. Bon, et cette fois, ça vaut combien? Max de 1 et de... Ça vaut 1. Et donc, et tout ça, ça vaut... Alors ici, on va l'écrire, hein, égal exponentielle de A multiplié par A exposant 4 sur 4 factoriel, et celui-là, on va l'écrire comment? Valeur absolue de A exposant 4 sur 4 factoriel. Conclusion, Rn de A, d'où Rn de A plus... Hop. Ah, mais je vais jamais y arriver, hein. N vaut 3. Emmanuel, N vaut 3. Rn de moins A est inférieur ou égal. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, vous voyez qu'on factorise. Qu'est-ce qu'on va factoriser? 1 plus exponentielle de A, le tout facteur de A exposant 4 sur
4 factoriel. Alors, ben c'est presque gagné, pourquoi? Mais, Quelque chose de grand N qui est égal à... alors maintenant, on a fait une belle majoration. Le problème, c'est qu'elle n'est pas tout à fait de la forme voulue, puisque, bon, or ici, valeur absolue de A, hein, or ici, pour A appartenant à 0,1, la valeur absolue de A à exposant 4, c'est quoi? C'est A exposant 4, et exponentielle de A est plus petit que quoi? Ben, E est plus petit que E, donc R3 de A plus R3 de moins A est inférieur ou égal à 1 plus E sur 4 factoriel, ça fait 24, c'est ça? Multiplié par A exposant 4. Et voilà. Pourquoi un demi? Parce qu'on avait enlevé le 1,5 au début. Et du coup, il faut mettre 2. Non, c'est cosinus. C'est pas directement ça. Non, c'est cosinus, c'est bon. Après, c'est cosinus qui vaut puis cosinus. Ah oui. Alors, cosinus hyperbolique de 1 moins 1 demi de... J'y suis allé par étapes, hein. J'aurais pu faire plusieurs majorations en même temps, mais là j'en ai fait qu'une à chaque fois. Donc lui c'est 1 plus E sur 48, c'est ça? Inférieur ou égal à A exposant 4. Est-ce que cela vous va? Et ben voilà. Alors, en déduire que Tn converge et déterminer sa limite. Ça, c'était la question sans doute la plus délicate. Je rappelle ce qu'est Tn pour n appartenant à n étoiles. Ben ça, d'abord, il faut souligner. C'est un résultat. Hop. Hop. Rappelez-moi ce que c'est que Tn. Pour n appartenant à n étoiles, vous me dites Tn égale la somme pour k égale 1 jusqu'à n du cosinus hyperbolique de 1 sur racine carrée de n plus k. 1 sur racine de carré de n plus k. Moins 1. Moins ou plus 1? Moins. Moins 1. Hop, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de questions là, où visiblement, vous voyez, c'est une question finale, hein, il faut résumer les études précédentes en tentant de l'appliquer à ceci là. On va procéder par encadrement, non? Donc, le cosinus hyperbolique moins 1. Alors, on a, d'après ce qui précède, d'après B. Alors, est-ce qu'on peut appliquer B, puisque on l'avait pour un A qui est entre 0 et 1? Qu'est-ce qu'on peut dire quand n appartient à n étoiles et que k est au moins 1? N vaut au moins 1 et donc n plus k vaut au moins 2. Donc 1 sur racine de 2, c'est entre 0 et 1. Puis ça va devenir de plus en plus petit. Dire la plus grande valeur de ce qu'on applique à cosinus hyperbolique, là, c'est racine de 2. Puis plus k augmente, plus ça va diminuer. Vous me suivez ou pas? Donc, d'après B avec, pour K,
Donc pour n supérieur ou égal à 1 et k supérieur ou égal à 1, le 1 sur racine de n plus k, il est bien entre 0 et 1. Donc on a notre cosinus hyperbolique de 1 sur racine de n plus k. Alors, moins 1, c'est 1 demi de a carré, c'est ça? Si je ne m'abuse. Donc ici, je mets quoi? Je mets n plus k en valeur absolue. Tac. Et plus petit que... Et plus petit que quoi? Que le grand M de tout à l'heure, multiplié par A exposant 4, c'est ça? Et A exposant 4, ça fait combien? Ça fait N plus K, le tout au carré. Me suivez-vous? On est d'accord? J'ai pris A égale 1 sur racine de N plus K. A exposant 4. C'est bon? Bon, alors, on veut cosinus hyperbolique de 1 sur racine de n plus k. C'est crucial en analyse de sentir quelle inégalité ou quelle propriété vue par ailleurs on va appliquer à quels objets. Ici, on va appliquer cette inégalité avec... ici, j'aurais pu écrire d'ailleurs, c'est le résultat voulu. C'est le résultat voulu avec grand M égale 1 plus E divisé par 48. Alors, maintenant, cosinus hyperbolique. Ah, si on a décidé de travailler par encadrement, vous savez que ça, c'est donc plus petit. Hein, ça, ici, vous avez... Cosinus hyperbolique 1. Alors là, c'est peut-être un petit peu délicat. C'est quoi l'inégalité triangulaire? Oh non, après tout, je vais pas du tout dire que c'est délicat. Je vais utiliser une inégalité triangulaire, mais je vais plutôt dire que c'est entre m sur n plus k carré et moins m sur n plus k carré. Je suis en train de faire quoi au fait? C'est quoi la technique générale que je suis en train de faire? Je veux encadrer ce truc-là. Donc d'abord, j'encadre le cosinus hyperbolique. C'est un encadrement de somme en encadrant les termes de la somme. Donc ici, il faut encadrer les termes de la somme. C'est pour ça que je voulais utiliser une inégalité triangulaire bis, parce que ici j'ai dans ma valeur absolue ce truc-là. Qu'à cela ne tienne, je le sors maintenant. 1 sur racine de n plus k le tout moins 1, inférieur ou égal à 1 demi de 1 sur n plus k plus m sur n plus k carré. Et ici, j'ai 1 demi de 1 sur n plus k moins m sur n plus k carré. Alors là, à quoi on fait appel quand on somme tout ça maintenant là? Puisque Tn c'est la somme de tout ça entre k, pour k variant entre 1 jusqu'à n. Oui, alors on en déduit que alors on va peut-être donner des noms à ces choses parce que ça va être un peu lourd sinon. Au milieu, c'est Tn. À gauche et à droite, on va appeler ça 1 demi de, on va l'appeler S1n et S2n. Qu'en pensez-vous?
S1 de n plus m fois S2 de n. Et à droite, je vous propose 1 demi de S1 de n moins m facteur de S2 de n, ou quels sont les objets que je viens de créer? C'est les sommes des membres de droite et des membres de gauche. Ou j'appelle S1 de M la somme pour K égale 1 jusqu'à n des 1 sur n plus K. Et j'appelle S2 de n la somme pour K égale 1 jusqu'à n des 1 sur n plus K carré. Est-ce que cela vous va? Alors, déjà, on peut répondre à la moitié de la question. En déduire que la suite Tn converge. On peut peut-être, il suffit de montrer que S1 de n et S2 de n convergent. Ça vous va? Bon, mais malheureusement, vu la question, il faut non seulement faire ça, mais aussi déterminer leurs limites. Bon, commençons par S1 de n. Non, S2 de n, c'est sans doute le plus facile. S2 de n, vous connaissez S2 de n. C'est un télescopage, je sais pas. S2 de n, c'est qu'est-ce que tu veux réindexer? Non, il n'y a pas de télescopage. Par contre, on peut réindexer. C'est la suite des la série des 1 sur n carré. Alors, c'est presque. En fait, là, vous reconnaissez quelque chose qui est de l'ordre de la série harmonique, alors que là, vous reconnaissez quelque chose qui utilise des sommes partielles de la série de Riemann des 1 sur k carré. Là, je dis série harmonique parce que c'est la série des 1 sur k. Seulement, ça ne commence pas à 0, c'est ça que tu es en train de nous dire. Donc, réindexons. S2 de n, c'est quoi? Si tu veux que ce soit des 1 sur k ici, là, carré. N plus 1. K, Ah, k oui. N plus 1 jusqu'à jusqu'à 2n. D'accord. Et si on veut faire référence à des sommes partielles de la série de Riemann des 1 sur k carré, c'est quoi? C'est la somme pour k égale 0 jusqu'à 2n des 1 sur k carré, moins la somme pour k égale 0 jusqu'à n des 1 sur k carré. Vous êtes d'accord? Or, on sait que... Alors, la série des 1 sur n carré converge. Vous le savez, ça? Donc, ça, c'est cet objet, c'est la somme partielle d'ordre 2n de cette série. Et ça, c'est la somme partielle d'ordre n de cette série. Donc, elles tendent vers la même limite. Vous me suivez ou pas? Donc, la somme pour k égale 0 jusqu'à 2n des 1 sur le k carré tend vers... Après tout, on n'a pas besoin de savoir, mais L, quand n tend vers l'infini, k égale 0 jusqu'à n des 1 sur k, tant quand n tend vers l'infini vers L, et S2 de n tend vers L moins L égale 0 quand n tend vers l'infini. Bon, culture générale quand même, on l'a vu 2 fois je crois, dans 2 DL différents, une fois avec des polynômes, une fois avec des intégrales. Pi carré sur 6.
Remarquez que ça n'intervient pas dans le calcul, hein, puisque ça se... D'accord? Bon, conclusion de notre affaire. Notre Tn converge si et seulement si S1 de n converge, et il aura la même limite que lui, puisque S2 de n tend vers 0. Donc il faut s'intéresser finalement à S1 de n. Alors, oula, je l'ai effacé. Bon, tant pis. Alors, d'autre part, et on finit par ça, c'est quoi S1 de n? Alors, je réécris, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des 1 sur n plus k. Alors, bon, on pourrait faire la même chose avec la série harmonique, mais ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'elle diverge. Autrement dit, il faut faire autrement. Et c'est là que votre expérience d'analyste, analyste c'est celui qui fait de l'analyse mathématique, vous dit quoi faire. Non? On a vu des trucs comme ça. Il faut un peu fouiller dans sa mémoire de TD, montrer que ça converge, et si oui, vers quoi? Une fonction, oui, une fonction, ça c'est... Vous voyez... Non, alors si je vous dis somme de Riemann, vous le voyez. Alors, attention, somme de Riemann, c'est pas série de Riemann, hein? D'accord? Série de Riemann, c'est la série des 1 sur n exposant alpha, et on sait qu'il y a convergence si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Non, la somme de Riemann, c'est quoi? C'est une somme associée à une fonction continue sur un segment dont on prend une subdivision. Alors là, je suis d'accord avec vous. Le rédacteur du sujet, il est méchant. Il est rude. La question C, il aurait pu dire... on pourra penser à utiliser... il aurait pu couper la question C en deux, en disant que la première fois, on peut utiliser une série de Riemann, et la deuxième fois, une somme de Riemann. Alors maintenant que je vous l'ai dit, travaillons sur S1 en utilisant une somme de Riemann, faites-le. Alors c'est un peu vieux, hein, mais c'est fait pour ça les révisions. Hein. C'est pour se rappeler des trucs un peu vieux. Alors les sommes de Riemann, il faut prendre les f de xk, où xk est les éléments d'une subdivision d'un intervalle AB. Alors, bon, un premier réflexe, les sommes de Riemann. Alors, bah tiens, un petit rappel. On va y mettre du temps sur cet exercice du coup, mais on aura balayé pas mal de choses. Un petit rappel, si f est continu UE sur petit a b, et sigma, on l'avait appelé sigma, n égale x0, x1, jusqu'à xn avec a égale x0 plus petit x1 plus petit que xn égale b est tel que ce qu'on appelle son pas. Son pas, c'est max de xk plus 1 moins xk quand 0 plus petit que k plus petit que n moins 1, ça c'est ce qu'on appelle son pas, ça vous va? J'appelle ça Pn. Pn c'est le pas. Alors ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'on a? Donc une fonction continue et une subdivision de l'intervalle AB dépendant de n dont le pas tend vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on a?
la somme de Riemann afférente, à savoir la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 des xk plus 1 moins xk f2. Alors là, au choix, vous mettez un... Là, je vous donne le truc le plus général sur les sommes de Riemann. J'aurais peut-être pu, ici, YK. Et ici, ça tend vers quoi quand n tend vers l'infini? Ça tend vers l'intégrale de A à B de f. Et ici, où, quel que soit k, YK, quel que soit k appartenant à 1, n-1, 0, n-1, YK est entre quoi et quoi? xk plus 1. Et quelle est en fait... Alors, ça c'est bien joli, mais l'application la plus évidente, c'est quoi? Le cas le plus souvent utilisé, cas le plus souvent, cas particulier le plus important, le plus important, si f est continu, si petit f est continu UE sur AB. Qu'est-ce que l'on écrit? Je le réécrirai, tant pis, mon machin là. Qu'est-ce qu'on prend comme subdivision? La plus simple, la subdivision régulière, en prenant sigma n égale, alors ça fait A plus K fois B moins A sur N, 0 plus petit que K, plus petit que N moins 1. On a, c'est quoi le pas de cette subdivision? Pn, c'est B moins A sur N. Et pour YK, alors bon là je peux, il y en a quand même 3 qui ne sont pas particulières, mais bon, est-ce que vous voyez que le B moins A sort là, dans mon inégalité de tout à l'heure? Autrement dit, dans ma somme de tout à l'heure, somme pour K égale 0 jusqu'à N moins 1 F de YK, ça, bon ça tend bien vers 0 quand N tend vers l'infini. Donc le pas de la subdivision tend vers 0, la fonction est continue, ça tend vers l'intégrale de A à B de petit f quand n tend vers plus l'infini. Je remets quel que soit k, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur entre donc yk, ici ça fait yk appartient à... Bon, c'est un peu long à écrire, mais tant pis, a plus k fois b moins a sur n, virgule, a plus k plus une fois b moins a sur n. La flèche, elle est pour... Non, je me suis un truc que vous n'avez pas effacé, la flèche qui est dans 0. Ben, c'est Pn, oui. Le pas tend vers 0. Ah oui. Ça va? Bon, et parmi les cas particuliers, quels sont les cas super particuliers? Il y en a 3. Soit yn égale ça, soit yn égale ça, soit yn est en plein milieu. Vous vous souvenez? Bon, alors, on revient à nos moutons. Fin du rappel. Fin du rappel. S1 de n, rappelez-moi ce que c'est. C'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n d1 sur n plus k. Est-ce que vous voyez que si je factorise 1 sur n, il vient la somme pour k égale 1 jusqu'à n d1 sur, ouvrez la parenthèse, 1 plus k sur n. Et ça, c'est quoi?
1 sur n fois la somme pour k. Alors si vous voulez vraiment que ça colle exactement à ce qu'on écrit, k égale 0 jusqu'à n-1 d1 sur 1 plus k plus 1 sur n. Alors, vous voyez que S1 de n est une somme de Riemann. S1 de n est une somme de Riemann associée à quelle fonction? Associée à la fonction petit f de point qui a x, associe quoi? 1 sur 1 plus x. Attention, ici, j'ai... Oui, hop. Et à la subdivision, et à la subdivision qu'on appelle régulière, ça vous va? K sur n, 0 plus petit que k plus petit que n, de quoi? Ben, la valeur minimale de k sur n, là, comme k varie entre 0 et n, c'est 0, et la valeur maximum, c'est 1. Donc c'est 0, 1. Alors, est-ce que tout est en place pour conclure? Est-ce que vous voyez que ça, c'est b moins a sur n, quand a égale 1, b égale... Ça vous va? Là, le b, c'est 1. Le a, c'est 0. Là, il y a le n. Là, il y a la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1. Et là, il y a f en k plus 1 sur n. K plus 1 sur n, c'est bien 0 plus une fois que... Donc ici, on l'a pris à droite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, ben, il n'y a plus qu'à conclure. Donc quoi? On en déduit que... Alors, la fonction f, on va quand même le dire. La fonction f est continue sur... Et continue sur 0, 1. Et le pas Pn égale... là, ça vaut combien le pas est là? Exactement, ça vaut 1 sur n de sigma n tend vers est tel que... Ici, je l'appelle sigma n. Sigma n, et le pas de sigma n est tel que... Pn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On a donc... Alors, il ne fallait pas écrire tout ça, bien sûr. Hein. On en déduit que S1 de n tend vers quoi quand n tend vers l'infini? L'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x dx. Or, enfin... Ça, c'est intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx, c'est logarithme de... les variations du logarithme de 1 plus x entre 0 et 1, et ça vaut... Ça vous voyez ce que je fais là? Logarithme de 2. De même qu'on ne dit pas bonne, ou BON, on ne dit pas ln. On dit logarithme. En fait, on dit log ou logarithme n'est pas rien, mais évite ln quand même. Bon, conclusion de toute cette affaire, c'est quoi? Finalement, Tn, il était au milieu de quoi? Tn était coincé entre quoi et quoi? Il était plus petit que... Non, 1/2, si je me souviens bien, de S1 de n, plus m sur S2 de n, c'est ça? Et ici, on devait avoir 1/2 de S1 de n moins grand M S2 de n. Et le résultat précédent, et les résultats précédents
précédent donne ENT quoi? Donne TN tend vers 1/2 de log de 2 quand n tend vers l'infini. Alors ne vous jetez pas sur le cours sur les sommes de Riemann. Hein. Je ne fais pas ça parce qu'il y a des sommes de Riemann demain. C'est comme ça. On est tombé sur une suite. On est tombé sur une suite dont l'expression pour trouver la limite était la meilleure expression pour trouver la limite était une expression sous forme de somme de Riemann. Mais d'accord, vous m'avez compris? Allez, exercice 2 et on se dépêche. Est-ce que ça va ces exercices d'analyse? C'est vieux tout ça, hein? Hop, 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 hop. Et les résultats précédents. Et les résultats précédents donnent Tn qui tend vers 1/2 de log de 2 quand n tend vers. Bon, cet exercice était bien parce qu'il balayait beaucoup de choses. Ça vous va? La question C était un peu rude, quoi. Elle aurait mérité d'être coupée en deux. Allez, exercice 2. Du coup, dans l'analyse, monsieur, demain, il y aura surtout des séries, des suites. Mais non, je vous ai dit que les séries, tu ne peux pas faire des séries sans étudier des suites, quoi. Donc, le programme d'analyse demain, c'est suite, série, intégrale. D'accord? Alors, exercice 2. Petit f. Alors, ça, je vais évidemment, là, il me reste que 20 minutes. On va pas tout faire, mais j'aimerais commencer par mettre au point quelque chose qui est vraiment important, c'est ce qu'on appelle prolongement de classe C1. Parce que quand on fait des intégrales, on a souvent besoin de faire des prolongements par continuité pour que des intégrales existent, et de faire des prolongements de classe C1 pour que non seulement ces intégrales existent, mais qu'on puisse faire des IPP dedans. Je vous rappelle que l'intérêt d'une fonction de classe C1 au moment de son intégration, c'est qu'on peut faire des intégrations par partie avec. Alors, la fonction petit f, pourquoi j'appelle ça prolongement de classe C1? Parce qu'elle est définie par un prolongement. Bon, regardez, des petits 1, on nous dit, on prolonge petit f et petit g en posant f de 0 égale g de 0 égale 0. Donc j'écris même pas l'énoncé initial de petit f, je dis que petit f va de 0 plus l'infini et qu'à la valeur dans R, bien sûr, hein, la valeur dans R, bien sûr, et qu'un réel t, elle associe exponentielle de moins 1 sur t si t est strictement positif, et je fais déjà le prolongement, c'est 0 si t égale 0. De même, g est la fonction définie sur 0 plus l'infini à valeur dans R, qui à t associe alors 1 sur tf de t, ça fait 1 sur t exponentielle de moins 1 sur t si t est strictement positif, et 0 si t égale 0. Montrez que ces fonctions sont de classe C1 sur R+, autrement dit 0 plus l'infini. Alors Yann, tu m'avais posé des questions. Il faut commencer par ce qui est du cours, à savoir ça comme composé de fonctions et ça par composé puis produit de fonctions qu'on connaît bien, sont évidemment des fonctions même de classe C infini sur quel intervalle? R plus étoile. Il faut absolument éviter le t égale 0. Autrement dit, f et g sont clairement, ça vous va ou pas ça?
clairement de classe C1 et même de classe C infini, mais sur quoi? Sur 0 ouvert plus l'infini. Je comprends pas le négatif aussi. Mais parce que moi j'obéis. Parce que quand on te donne un énoncé, ben, tu prends ce qu'on te donne, quoi. Mais là, pour justifier, on aurait pu dire sur R à étoile. Mais parce que ça sert pas. Ça sert pas. Et puis surtout, j'aurais pas pu écrire F et G, là. Parce que F et G sont pas définis sur R-. Étoile. D'accord. Bon, montrer que F et G, maintenant, sont de classe C infini sur R+. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un prolongement de classe C infini. Donc, qu'est-ce qui manque à ces fonctions pour être de classe C1? Elles sont de classe C1 sur 0 ouvert plus l'infini. Qu'est-ce qu'il leur manque pour être de classe C1 sur 0 fermé plus l'infini? Enzo. Que le prolongement de la dérivée en 0 par la droite, À droite. est continu. Ah oui, d'accord. Oui, mais là, c'est-à-dire que là, tu dis tout en une seule phrase. Il leur manque d'abord d'être dérivable en 0. D'accord? Et ensuite, que cette dérivée en 0 soit la limite de la dérivée ailleurs. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être de classe C1? Ça veut dire être la dérivée est définie et continue. Ça vous va ou pas? Ici, je vous dis f' et g' sont définis, IES définis et continues UES sur 0 plus l'infini. Je le mets entre parenthèses, mais c'est hyper important. C'est ça que ça veut dire C1. Les dérivés sont définis et continues. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Reste à voir que... Et quand je vous ai dit hier, là, ou avant-hier, je ne sais plus, que il faut expliquer un cheminement et que quand vous en êtes à une étape où vous commencez quelque chose, dites-le. Parce que si là vous listez ce qui reste à voir et que cette liste est bonne, vous avez déjà une partie du raisonnement qui est acquis. Après, vous pouvez ne pas réussir à montrer, à le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, l'examinateur sait que vous saviez ce qu'il fallait faire. Il constate que vous n'avez pas réussi à le faire, mais il constate que vous saviez ce qu'il fallait faire. Alors, je vous écoute. Reste à voir que... Alors, comme il s'agit de F et G, il reste à voir que F et G sont quoi en quoi? Sont dérivables. Dérivables en 0. Mais ça suffira pas. Puis que la dérivée de f quand t est strict envers 0, en restant strictement positif. C'est ce que Enzo disait par la droite, c'est ça? Oui, par la droite. Étant vers ce que l'on aura trouvé comme nombre dérivé. Et que, en même temps, g' de t tend vers... Donc ici, pardon, j'ai évidemment oublié le f', et ici le g', ce que l'on aura trouvé comme nombre dérivé quand t tend vers 0 et t reste strictement positif. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Là encore, je vais le mettre en orange, mais c'est presque le plus important. F' et g' seront... F' et g' seront définis et continus sur non seulement 0 ouvert 1, mais sur 0 fermé, pardon, 1 plus l'infini, excusez-moi. Plus l'infini. Alors, ça fait quand même 4 choses à montrer. Hein. F et G
sont toutes les deux dérivables, et les deux dérivés ont pour limite le nombre de dérivés qu'on aura trouvé. Alors, pour faire ça maintenant, comment on fait? Il y a deux techniques. Une technique qui utilise le prolongement de la dérivabilité, et puis une technique on fait point par point, quoi. On se dit qu'est-ce que c'est que f est dérivable. Hein. D'accord? Alors, un rappel rapide sur la technique de prolongement de la dérivabilité. Si f' de t admet une limite finie quand t tend vers 0, t strictement positif, alors on a à la fois f est dérivable en 0 et son nombre dérivé c'est la limite de f' de t. Ça vous va? Là par contre je vous conseille fortement d'aller revoir le théorème de prolongement de la dérivabilité. Ici, si on a cette propriété sans que ce soit g' de 0 mais un nombre réel, on saura, je répète, théorème de prolongement de la dérivabilité, si g'... Alors, énonçons-le quand même, avec f. Si f est continu sur a fermé quelque chose, dérivable sur a ouvert quelque chose, et que sa dérivée a une limite finie en a par la droite, alors elle est dérivable en a, et son nombre dérivé, c'est la limite qu'on a trouvée. Ça vous va? Bon, mais là, faisons les choses point par point. Montrez-moi que f... Les fonctions, elles sont toutes bêtes, donc on peut faire ça les points par point. Quand est-ce qu'il faut utiliser le théorème de prolongement de la dérivabilité? Quand l'expression de la dérivée est plus facile à manier que le taux de variation. Parce que la dérivée, c'est quoi? La dérivabilité, c'est le taux de variation admet une limite finie. Bon, ben là, c'est tout bête. Donc, le taux de variation, il est simple à étudier. Pour t tend vers 0, dites-moi ce que c'est que f de t moins f de 0 sur t moins 0. C'est 1 sur t exponentielle moins 1 sur t. C'est pas t carré. Pourquoi t carré? Non. Non. D'accord. C'est g où il y aura un t carré. Et ça, si on veut, c'est u sur exponentielle de u égale u sur exponentielle de u, où u égale quoi? C'est u de t exponentielle de moins u de t, où u de t égale 1 sur t. Bon, allez, c'est parti. La limite, elle est claire ici, puisque u de t tend vers quoi quand t tend vers 0 en restant strictement positif? Oh, plus l'infini. Et u exponentielle moins u quand u tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi? Propriété de comparaison entre l'exponentielle et les fonctions puissance. Ça tend vers 0. Donc, f de t moins f de 0 sur t moins 0 tend vers quoi quand t tend vers 0? Elle tend vers 0. Autrement dit, j'annonce que f est dérivable en... f est dérivable en 0 avec f' de 0 égale 0. Maintenant, on fait pareil avec g. g de t moins g de 0 sur t moins 0. Oui. Quoi? Oh oui, mais là je peux pas m'arrêter. Tant pis, vous expliquerez qu'il y a des priorités dans la vie. Ça, c'est 1 sur t carré. Mon cours, il finit à 12h10. Hein. D'accord? Il y a un emploi du temps. Nom de Dieu. 1 sur t carré, exponentielle, moins 1 sur t. Ça, c'est u carré de t, exponentielle, moins u de t. Bon, là, avec, cette fois, u carré, exponentielle, moins u tend vers quoi quand u tend vers
plus l'infini. Alors, je ne refais pas ça, ça reste valable. Ici, au lieu de u, on a u carré. Mais l'exponentielle est prédominant non seulement sur u, mais sur u carré, voire sur u exposant 1000. Conclusion, ça tend encore vers 0. Je dis que g est dérivable. G est dérivable. G est dérivable en 0 avec G' de 0 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, les limites voulues. Pour t strictement positif, f' de t égale, je vous écoute, je vous rappelle que, je vais quand même le réécrire, f de t égale, il y a juste un exponentielle moins 1 sur t, c'est ça? C'est ça, hein? C'est g, oui, d'accord. Et donc, et g et f' de t, qu'est-ce que c'est? 1 sur t carré exponentielle de moins 1 sur t. Ça, avec nos notations précédentes, c'est u de t au carré facteur de exponentielle de moins u de t. Donc, que fait f' de t quand t tend vers l'infini? Ça tend vers 0. Mais 0, c'est quoi? C'est f' de 0. De même, g de t, c'est 1 sur t exponentielle moins 1 sur t. Alors, une remarque. Si ici, on avait montré la continuité de f sur 0 fermé plus l'infini, ce résultat aurait permis de conclure à la fois aux deux. D'accord? Allez, revoir ce fucking théorème du prolongement de la dérivabilité. Là, on n'en a pas besoin. Bon, je vous écoute. G' de t égale. Je dérive le 1 sur t, moins 1 sur t carré exponentielle moins 1 sur t, plus 1 sur... Je dérive le moins 1 sur t, il vient 1 sur t carré, donc 1 sur t cube, exponentielle de moins 1 sur t. Ça, c'est quoi? Donc, je vais peut-être l'écrire en dessous. G' de t, c'est moins u de carré de t, c'est ça? Exponentielle moins u de t, plus u cube de t, exponentielle moins u de t. Donc, quand t tend vers 0 par la droite, u de t tend vers plus l'infini. Et cette fois, vous voyez que non seulement il y a prédominance sur u carré, mais il y a prédominance sur u cube. Donc, g' de t tend vers quoi quand t tend vers plus l'infini? Vers 0. Mais aux surprises, et aux bonnes surprises, 0, c'est quoi? C'est le nombre dérivé qu'on a calculé tout à l'heure pour 0. Pour G. Pourquoi quand t tend vers plus infini? Ah zut, c'est 0. Excusez-moi, là, je vais aller vite parce que quand même, je ne veux pas voir. Vous pouvez même mettre t strictement positif. Attention, t tend vers 0, t strictement positif. On en conclut finalement. Oui. Et pour la dérivée de f' de t, Oui. Le 1 sur t carré, vous connaissez? Non, parce que j'arrive pas à trouver. Pourquoi ça, c'est 1 sur t carré? Parce que la dérivée de 1 sur t, c'est quoi? Ah oui, c'est moins... c'est moins 1 sur t carré. Et comme il y a un moins devant... Ah oui, et aussi la dérivée d'exponentielle phi de t par rapport à t, c'est phi' de t exponentielle phi de t. Ça va pour tout le monde? Bon, finalement... Finalement, quoi? Ben, le programme qu'on s'était fixé
on l'a mené à bien. F et G sont de classe C1 sur 0 fermé plus l'infini. Et voilà. Alors, on passe à la deuxième question. Pour x appartenant à R plus étoile, on pose grand f de x égale l'intégrale de 0 à x de f de t dt et grand g de x égale l'intégrale de 0 à x de g de t dt. La linéarité de l'intégrale me donne déjà f de x plus g de x égale l'intégrale de 0 à x de f de t plus g de t dt. Et on doit montrer que cette expression vaut, sans la calculer, x exponentielle de moins 1 sur x. La remarque qu'on s'est faite là en préparant tout à l'heure, c'est que ceci, là, est l'expression de la primitive de petit f plus petit g qui s'annule en 0. Est-ce que ça va? Et pourquoi d'ailleurs existe-t-elle? Parce que petit f plus petit g petit f plus petit g, c'est continu. Donc c'est une fonction qui a une primitive. Alors, si on veut montrer que cette primitive, c'est grand H, où grand H a la forme qui nous est donnée, il suffit de dériver grand H et de montrer que c'est petit f plus petit g. Alors, on va créer soit grand H, qui va de... Alors, a priori de 0 ouvert, mais comme tout à l'heure, on va faire des prolongements, donc de 0 fermé à valeur dans R, qui a t associe. Alors, on va prendre t exponentielle de moins 1 sur t si t est strictement positif et 0. Pourquoi 0? Pour qu'elle soit continue. Hein, j'avais écrit, on s'était dit qu'il fallait écrire t exponentielle moins 1 sur t tant quand t tend vers 0 en restant strictement positif. Le t vers 0, l'exponentielle aussi. Hop, donc on fait un petit prolongement ici, si t égale 0. Alors, l'idée, c'est comme tout à l'heure, maintenant, on va faire ce qu'il faut faire, c'est dériver h. Alors, est-ce que c'est possible partout? C'est possible pour un t strictement positif. Eh bien, on le fait directement. Allez, h' de t égale... Alors, je t'écoute, Théo, maintenant. On dérive le t, il vient... 1 et donc... Exponentielle de moins 1 sur t. Moins 1 sur t. Ensuite, plus t. Oui, plus t exponentielle de moins 1 sur t. Eh bien non, t multiplié par la dérivée de la... Donc 1 sur t carré, le tout exponentiel de moins 1 sur t. Ça fait combien? Je mets ici, ça fait exponentielle de moins 1 sur t plus 1 sur t exponentielle de moins 1 sur t. Et ça, c'est f de t plus g de t. Alors, et puis il restait le 0 finalement. Alors, fait que cette fois on dérive h. Et pour t, alors ça c'est pour t strictement positif. Allez, faisons pour t égale 0. Alors, là comme c'est issu d'un prolongement, là aussi on va faire le taux de variation. On va faire h de t moins h de 0 sur t moins 0. Ici il y a exponentielle de moins 1 sur t. Alors attention, hein, ici c'est pour t égale 0, pour t strictement positif. Et puis on va conclure après. Hein. Ça tend quand t tend vers 0t restant strictement plus grand que 0 vers 0. Donc h prime de h est dérivable. H est dérivable en 0 avec h' de 0 égale 0. Mais 0, c'est bien f' de 0 qu'on a trouvé tout à l'heure, plus g' de 0 qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Quel que soit t appartenant à 0 fermé plus l'infini, h' de t égale f de t. Pardon, ici, c'est pas, je mets pas de prime.
je mets des F. C'était vrai pour F, mais ce qui nous intéresse, c'est que ce soit vraiment... C'était vrai, hein, ce que j'avais écrit, mais c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'était, regardez ici, H' de t égale F de t plus G de t, et ici, H' de 0 égale F de 0 plus G de 0. Donc H' de t égale F de t plus G de t. C'est ça l'idée qui... Voilà. On crée une fonction h, on la dérive et on trouve que c'est petit f plus petit g. Donc cette fonction h que je viens de créer là est la primitive s'annulant en 0. Vous voyez qu'elle s'annule en 0 de petit f plus petit g. Et c'est fini. Au besoin, on réécrit alors, c'est une application du théorème, hein, mais c'est le théorème fondamental. Grand f de x plus grand g de x égale, on avait dit, intégrale de 0 à x de... Qu'est-ce qu'il y a ici, là? F de t plus g de t crochet dt. Oui, mais ça, c'est l'intégrale de 0 à x. C'est presque inutile de l'écrire, hein. H' de t dt, ça c'est donc les variations de h de t entre 0 et x, et ça c'est h de x moins h de 0, c'est-à-dire que f de x plus g de x, alors notre h de 0 va aller 0, et notre h de x, c'est bien x exponentielle de x exponentielle de moins 1 sur x. Alors voilà pour cette question 2. Je m'arrête ici parce que bon, le reste n'était pas... C'est disons d'abord des majorations assez usuelles et ensuite l'étude d'une équation différentielle qui est pas très difficile si justement on comprend que petit grand f, regardez, grand f est c'est même la primitive de petit f qui s'annule en 0, et grand G est la primitive de petit g qui s'annule en 0. Vous le comprenez ça, ces expressions-là? Allez, voilà pour cette correction de BL.